BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va voyager, surtout c'est le grand retour en force de Voyageurs du Monde et de son président, forcément. Jean-François Rial, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez retrouvé le sourire, hein, ça va mieux. Il faut dire que vous avez connu quelques années difficiles, évidemment avec la crise de la Covid. Vous avez vu votre activité complètement arrêtée. Et pour cause, là, c'était les résultats que vous avez publiés aujourd'hui, tout à l'heure. Résultats de Voyageurs du Monde, ils sont très bons. Surtout, le résultat est de retour. Bah oui, on a fait une année exceptionnelle, record. On va dépasser 50 millions d'euros d'EBITDA, alors qu'on a une activité qui n'a pas complètement retrouvé son niveau de 2019 en 2022. Mais je dirais qu'on a baissé nos coûts, le Covid nous l'a imposé, une partie de ces coûts ne va pas revenir. On a eu des très bons dossiers, des très bonnes marges. Et puis on a fait des belles acquisitions avec l'acquisition d'Orofun, qui est une boîte qui a été achetée par mes deux associés, là, Alain Capestan et Lionel Abasque, qui est une boîte de vélo magnifique, qui est le leader européen du voyage à vélo, et qui est en croissance de 25%, très peu de CO2, enfin c'est la boîte idéale, quoi. Oui. Et pour une fois, vous n'êtes pas venu en vélo, Jean-François Rial. Pas cette fois. Mais c'est vrai, on va en dire un mot, parce que les voyages en vélo, il y a une demande absolument incroyable. Oui, absolument. Presque plus que vos activités traditionnelles. Non, je dirais pas plus que nos activités traditionnelles. En progression, j'entendais. C'est vrai qu'en 2022, la progression du vélo était plus forte. Cette année, elle reste forte, mais le reste est également très fort. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus cette demande de voyage bas carbone, impact climat faible. Et puis en plus très dépaysant, et en plus on leur offre une logistique incroyable parce qu'on transporte tous leurs bagages, on réserve toutes les étapes. Il est électrique, on vous pousse, c'est formidable. Alors il est électrique ou il n'est pas électrique, c'est vous qui choisissez. Vous avez les deux formules possibles. Alors, vous pouvez même mixer ça, il y a un truc qui est génial dans cette entreprise. Vous pouvez même mixer ça avec des circulations en péniche et en bateau. Mettez votre vélo, péniche, vous vous baladez, etc. C'est vraiment on va quand même rappeler, même si vous venez souvent nous voir, Jean-François Rial, Voyageurs du Monde, c'est soit le voyage sur mesure, soit c'est le voyage d'aventure. Exact. Donc, voyage sur mesure, vous voulez aller dans les plus beaux endroits du monde. Vous voyez, il y a le Steamship Soudan là derrière vous, c'est typique en Égypte. De ce qu'on fait en voyage sur mesure. Vous vous baladez sur notre bateau et avant vous faites ce que vous voulez dans le détail avec énormément de services, beaucoup de conseils. On a plus de 250 spécialistes pays qui conseillent de façon très pointue les gens qui partent en Albanie, qui partent en Égypte ou qui partent aux États-Unis. Ça c'est la partie voyage sur mesure. C'est 60% de l'activité à peu près, sur nos 500 millions d'euros de chiffre d'affaires de 2022. Mais en léger repli quand même, Alors, 9,3% pour être précis. Oui, mais en réalité, c'est un peu artificiel ce repli parce que on n'a rien fait pendant le premier trimestre 2022, c'était encore la fin du Covid. Et on n'a non seulement pas fait de départ, mais on n'a pas fait de vente. Et donc en fait, on est redémarré en avril très fort. Et faire si peu de baisse sur 9 mois de l'année, finalement, c'est de la croissance implicite. Juste parce que d'abord, en plus, ce sont les vacances bientôt pour ceux qui veulent partir. Quelles sont les destinations qui ont été ou qui sont plébiscitées? Parce qu'il y a toute une zone, évidemment, que ce soit la Russie, mais tous les stands, l'Ukraine, évidemment. Il y a des zones qui sont quand même la Chine, c'est plus compliqué. Quelles sont les zones qui sont les plus demandées? En fait, tout est reparti très fort. Alors en 2022, c'était plutôt l'Europe et le moyen courrier qui marchaient très fort. En 2023, c'est plutôt le long courrier. Asie, Amérique latine, Afrique qui marchent très fort, États-Unis également. Effectivement, vous avez raison, il y a des destinations dans lesquelles on ne va pas, comme évidemment la Russie ou la Chine, qui vient juste de se réouvrir aux touristes étrangers. Mais globalement, tout le reste marche très bien. Alors vous avez des best-sellers, le Japon, c'est incroyable, tout le monde va aller au Japon. La Polynésie, ça marche très fort. La Tanzanie, extrêmement fort. D'ailleurs, les gens feraient mieux d'aller au Kenya ou au Malawi ou dans des pays alternatifs pour éviter d'être dans des situations de surtourisme inutile. Vous avez également l'Égypte qui déborde, la Grèce, l'Italie, les États-Unis, c'est un espèce de best-seller permanent, mais également le Canada qui marche très fort. Le Grand Nord marche très bien aussi. Oui.
hein, tout le Grand Nord. L'Islande, par exemple, on est en stop sale, là, vous voyez, on peut plus vendre de l'Islande depuis déjà plus d'un mois, pour tout l'été. Parce qu'il y a trop de gens qui veulent y aller. Ouais. Et le Terre d'Aventure, là aussi, petit repli, mais... Petit repli, alors l'activité sur l'aventure... Sur le début de l'année 2022, voilà. Elle a repris plus lentement que le sur-mesure, mais elle recommence à décoller très fort. Je dirais qu'il y a une inflation aussi sur les voyages assez forte, et l'activité aventure est plus soumise aux variations de prix que l'activité sur mesure, où les clients globalement suivent malgré la hausse des prix. Mais l'activité aventure est en croissance très forte. Par exemple, en 2023, là, depuis le début de l'année, elle est en croissance de près de 20%. Et même l'aventure sur mesure en individuel, avec notre marque Nomade Aventure, cartonne très très fort. Donc l'aventure marche très bien aussi. Est-ce que vous voyez, parce qu'on parle tout le temps du problème de pouvoir d'achat des Français, qu'ils ont ils ont changé dans leur mentalité, dans leur manière de regarder leur vie personnelle. Est-ce que vous, de votre activité de voyage, est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'il y a eu un changement de comportement de ceux qui vont voyager avec vous? Alors, il y a deux catégories de gens chez nous. Il y a ceux qui continuent de voyager, quelle que soit la hausse des prix, sur les destinations qu'ils ont souhaité faire. Vous avez des hausses de tarifs quand même par rapport à 2019 qui tournent autour de 20%. Alors certes, on est sur 3 ans, même 4 ans en 2023, mais qui tournent autour de 20% en moyenne. C'est très important, ça touche aussi bien l'aérien que le terrestre. Et vous avez une partie de la clientèle qui s'en moque et qui achète quand même ses voyages et qui ne change pas ses destinations. Puis vous avez une autre partie, et qui existe également chez nous, qui continue de consommer des voyages autant qu'elle le faisait en 2019, mais qui, puisque les prix sont plus chers, change de destination. Elles changent de destination pour qu'elles restent à peu près dans leur budget. Donc elles vont monter peut-être leur budget de 5 ou 10%, mais pas de 20 ou 25%. Et elles changent. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que même à plus de 20%, vous ayez toujours autant de gens qui ont envie de voyager. Vous me direz, ils ont mis des économies de côté. Et alors, ils ont mis des économies de côté. Il y a une forme de revenge travel. Il y a aussi le fait qu'ils ont très peu voyagé. Il y a le fait qu'ils ont beaucoup voyagé. Lorsqu'ils ont pu voyager, ils ont voyagé essentiellement en court et moyen courrier. Donc France, Europe, Égypte, Maroc, ce genre de destination. Et puis maintenant, qui peuvent revenir en long courrier, ils en profitent. Donc il y a évidemment un effet de balancier qui ne sera pas forcément le même tout le temps, quoi. Justement, pour les perspectives 2023, vous en avez déjà touché un tout petit mot, parce que cet effet un peu cagnotte à dépenser ou ce revenge voyage, on peut le faire une fois, voire 2 fois, mais on ne peut pas le faire éternellement. Donc, c'est vrai. Est-ce que votre grand rendez-vous ne sera pas peut-être 2024 ? Peut-être, mais vous savez, en 2023, sur la croissance que nous avons à l'heure actuelle, on a quand même une croissance très forte, de l'ordre de 25% en cumulé, mais on a quand même une croissance des clients de 5%, donc malgré l'effet prix, on a une vraie croissance de clients. Et je dirais qu'on est, nous, sur des segments et des niches à très forte valeur ajoutée et très différenciantes. Donc on souffre moins de l'effet inflation, budget, prix. Et je pense qu'en 2024, par exemple, le vélo n'a pas complètement pris toute la croissance qu'il doit prendre. Il y a des activités qu'on est en train de lancer qui n'ont pas complètement pris toute leur croissance, en particulier à l'étranger, parce qu'on est de plus en plus présent à l'étranger. On a aujourd'hui à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qui est présent dans d'autres pays que la France. Et je pense que ces pays vont prendre le relais. Donc je ne suis pas très inquiet. Je pense qu'on va continuer. Surtout qu'on est sur des formes de voyage. Le voyage sur mesure avec énormément de niveaux de service et un profiling très pointu de chaque client avec un contenu qui est vraiment adapté à ce qu'il veut, et le voyage d'aventure, qui sont des formes de voyage qui prennent des parts de marché aux autres formes de voyage. Donc même si le marché ne croit pas trop, nous on en profite parce qu'on prend des parts de marché aux autres formes de voyage. Oui, et puis en plus, alors vous avez fait, et vous allez poursuivre, je crois, en 2023, mais en 2022, vous avez fait des acquisitions, notamment... je crois que maintenant vous êtes leader européen du vélo, avec Eurofrance, c'est ça? Eurofun. Je ne sais pas comment on dit. C'est une entreprise. Prononcée, comme c'est autrichien. Oui, c'est une entreprise autrichienne qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est la plus grande en Europe dans le voyage à vélo, mais qui est implantée en Autriche, en Suisse, en Allemagne,
en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas. C'est vraiment une entreprise qui est extrêmement variée en termes de zone géographique d'intervention et de clientèle. Mais ça veut dire qu'on voit qu'à la limite, bon, il y avait le voyage sur mesure, il y avait le voyage d'aventure, à chaque fois avec des marques différentes en fonction de là où vous allez. Là, vous avez procédé à des acquisitions. C'est à chaque fois vous rachetez des marques, vous rachetez des niches de voyage en fait, non? Alors on rachète des entreprises qui sont cohérentes avec notre philosophie. On a quelques bases philosophiques sur lesquelles on est intransigeant. D'abord, ça doit être sur un de ces deux segments, le voyage d'aventure ou le voyage sur mesure. Ça doit compléter notre offre, soit en termes de clientèle géographique, soit en termes de proposition de voyage. Mais c'est toujours cohérent, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à acheter une entreprise qui est très très éloignée de ce qu'on fait. Et on garde toujours l'ADN des entreprises dans lesquelles on investit. On garde les fondateurs, on garde la société, on a plein de synergies intellectuelles, parfois quelques petites synergies sur les outils informatiques qui coûtent très cher, les outils de gestion, mais on essaye d'éviter par exemple de fusionner les comptabilités, de fusionner les services aériens, de fusionner les marques. On laisse une très grande autonomie et on respecte l'ADN des entreprises dans lesquelles on investit. Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est un peu un moment où je m'en souviens, ça avait fait susciter la polémique. Augustin de Romanel, président d'Aéroports de Paris, était mon invité. C'était maintenant il y a quelques mois, même plusieurs mois. Où il disait, faut plus prendre l'avion. Alors évidemment, ça avait suscité un tollé, surtout quand on gère Roissy et Orly. Mais il avait expliqué en disant, avant on prenait l'avion à tout bout de champ pour voyager. Tiens, j'ai un week-end, je vais prendre l'avion, je vais à Djerba, je vais au Sénégal, je vais là. Derrière, il y a quand même quelque chose qui doit vous toucher, Jean-François Riel, puisque vous êtes très écologiste. Est-ce qu'il faut encore voyager aujourd'hui? Alors oui, il faut voyager, bien sûr. Mais comment? Mais alors comment il faut voyager? C'est la question du CO2 et de l'avion. L'avion, il a une grande utilité sociale. Il crée beaucoup d'emplois, il crée beaucoup d'échanges, il rapproche les peuples, il permet des découvertes. Donc moi, je pense que supprimer l'avion et les voyages, ça serait une très grande régression. Mais oui, mais maintenant, il y a le réchauffement climatique. Bien sûr. Il n'est pas question que l'avion ne fasse pas son travail sur la réduction de ses émissions dans le cadre des accords du GIEC, tels qu'ils ont été le dernier rapport du GIEC. Mais c'est pas pour tout de suite, l'avion. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les gens racontent n'importe quoi là-dessus. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Un exemple. Voyageurs du Monde, en 2022, a émis 30% de moins de CO2 qu'en 2019. Sans compter l'absorption qu'on nous reproche, qui consiste à compléter ce qu'on réduit par de l'absorption en plantant des arbres. C'est quand même un comble. On fait mieux que ce que demande le GIEC en diminution. Et d'autre côté, sur ce qui reste, on absorbe et on nous le reproche. Alors, comment on peut baisser? Eh bien, on a baissé par deux facteurs. D'abord, on a eu un peu moins de clients, vous l'avez dit. Ça, c'est vrai, c'est indiscutable. Et je pense que au début de l'année, voilà, les tarifs aériens vont continuer de monter. Et je pense que globalement, l'industrie de l'aérien ne va pas croître de façon importante qu'elle ne l'a fait dans le passé. Et surtout, les avions ont vu leur performance CO2 énormément s'améliorer. Elles consomment moins. Et c'est à cause des calculs donnés par l'ADEME qu'on a constaté que nous, entre ce que nous faisions nous-mêmes à l'intérieur de Voyageurs du Monde, je vais y venir, et l'évolution des machines, on avait baissé nos émissions. Donc, on doit respecter la courbe de baisse des émissions telle que le GIEC le propose pour l'avion comme pour le reste. Au début, ça sera par la technologie, ça sera aussi par les actions que nous proposons nous-mêmes, comme par exemple, prenez un vol direct, ne prenez pas de vol indirect, parce que c'est beaucoup plus élevé en CO2. Quand vous prenez un vol direct, vous avez des compagnies qui n'ont pas les mêmes machines, vous avez des machines qui consomment moins que d'autres, on les propose. On réduit aussi également toutes nos émissions par nos actions concrètes de décarbonation. Je donne un exemple, on a plusieurs bateaux sur le Nil, on en a un qui émettait presque 280 tonnes de CO2 par an, on l'a électrifié, on l'a rendu autonome par l'énergie solaire, et on émet aujourd'hui non pas 280 tonnes, mais 1 tonne. Et alors, est-ce que vos clients vous disent... C'est pas celui qui est en photo, qui émet pas une tonne. Ça, c'est celui d'Agatha Christie, c'est pour ça que je l'ai demandé. On a également divisé par 2 les émissions de ce bateau mythique, qui est notre propriété ancestrale. Tout ça pour vous dire qu'au début, c'est la technologie et les outils d'utilisation de l'avion qui vont permettre de baisser. Quand on peut prendre le train, on prend le train. Il faudrait que la SNCF soit un peu plus souple quand même sur ces outils et avec une offre beaucoup plus large.
Donc on fait ça, et dans un second temps, il y a une solution, c'est le fameux carburant de synthèse. Le carburant de synthèse d'origine non agricole qui permet d'émettre 0 CO2. Alors oui, il est très cher. Ouais. Bien sûr qu'il est très Alors là, cher. on est déjà à plus 20%. Enfin, c'est vous qui l'avez dit, hein, sur l'inflation des voyages. Alors là, Oui, on va être à plus 30, plus mais- 140%. Oui, mais c'est pas grave. Ah bah, dis donc, parlez pour votre Edwige. portefeuille. Non, mais c'est pas grave. Je vais vous dire une chose. Ce qui est le plus important, c'est de respecter les objectifs de diminution du GIEC. Si moi, on me dit que je vais pouvoir voyager un peu moins souvent Oui, mais à vous êtes cause un de chef mon CO2, d'entreprise, eh bien, je l'entreprise voyagerai moins cotée. souvent. Oui. Non, mais c'est pas grave. D'accord. Je l'assume. On prendra des parts de marché, on se développera autrement. On a investi dans le vélo où on n'a pas d'avion. Donc, on doit respecter la courbe de baisse. L'avion doit respecter la courbe de pas plus que le reste, pas plus que les fringues, Alors- et pas plus que toutes les activités humaines. Parce que c'est une Il y a polémique pas toujours de entre quoi. Jean-François Rial Et Augustin oui. Romanet n'a pas dit qu'il fallait plus prendre l'avion. Il a dit qu'il faudrait utiliser l'avion de façon plus optimale. Oui, mais il a ce dit qui est cette très phrase. courageux de sa part. Polémique, absolument, tout à fait. Mais, Très polémique. courageux de sa part. Mais il n'a pas dit Et- qu'il fallait arrêter de prendre l'avion. Hein. On va Attention. dire, on va J'ai bien rappeler. écouté Augustin. On quand il a va parlé. rappeler que vous êtes, et on va en dire un mot tout de suite même, vous êtes président de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, oui. Paris. C'est pour ça que le vélo est quelque chose de très important pour vous, Jean-François Rial. Est-ce que Paris reste une ville très attractive, malgré les grèves, malgré la grève des éboueurs, malgré la grève de la SNCF, malgré les manifs, les casseurs, tout ça? Alors, Paris, avant les manifestations et les soucis qu'on a eus suite à la proposition de réforme des retraites, Paris était en tête des villes les plus demandées, les plus visitées au monde, post-Covid, au monde. Au numéro 1, on ne parle pas de numéro 2, numéro 3, numéro 4, Numéro non. Paris, avec, malgré toutes les critiques qu'on peut entendre ici ou là, est plébiscité par ceux qui veulent voyager. Bon. Alors maintenant, évidemment que ces histoires de grève et de, Il y a eu un impact et de ou pas casse, oui, il y a eu un impact. Ah Bien oui. sûr qu'il y a eu un Ouais, impact. ouais. Il y a eu clairement un impact dans le sens où vous avez eu pour les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration énormément d'annulations. Alors qu'ils avaient des niveaux de réservation très élevés, on était pas loin de 85% de remplissage. Là, on est plutôt passé à 50, voire un peu moins pour certains. Ça dépend des gammes. Mais enfin, ça a beaucoup baissé. Et évidemment, si vous voulez, je ne pense pas que ça aura un impact durable, parce que l'attractivité de Paris est considérable. Mais à court terme, on ne peut pas dire que ce soit bon. Évidemment que c'est pas bon. Ça ne peut pas pousser les gens Et à là, venir. c'est moins combien, vous voyez, au niveau de l'Office Bah, du je vous tourisme dis, de Paris? je vous dis, on n'a pas des chiffres, nous, précis. Oui, non, mais c'est dans quoi? C'est Mais moins moi, quand 10, je c'est moins 20, discute- parce qu'en plus... Non, c'est moins 40? Moi, je dirais qu'on est passé d'une activité qui était proche de celle de 2019 Ouais, à une activité qui est la moitié de celle de 2019, mais sur une période très courte. Oui, Vous sur voyez un trimestre, quoi. Oui. Non, pas sur un trimestre. Parce que c'est sur les réservations, c'est sur les départs, si vous voulez. Ceux qui ont réservé pour venir en juin, ils n'ont pas annulé. C'est ceux qui ont réservé pour venir en mars-avril qui ont annulé. Ouais. Là, il y a eu de la casse. Mais ça va revenir très vite parce que, je vous dis, il y a une attractivité dingue Et au niveau de Paris. Oui, en plus, Les hôtels il n'ont y a jamais pas été les aussi Chinois. bien En remplis. plus, il n'y a pas les Chinois. Oui, il n'y a pas les Chinois. Non, Et on a ça plus joue les- beaucoup. Alors, il y a Et sans les Chinois- timide retour. Et sans les Chinois, on est à des niveaux de réservation hors événements spécifiques que vous avez évoqués, à plus de 85%. Puis alors, moi je vais vous dire, là, je vois votre photo, là, les incendies, etc. Bon. Moi, je vous reproche un peu. Non, non, mais, oui, mais attendez, Edwige, je non, finis, mais je pour une fois que complète j'ai la et après parole, vous je allez me reprocher tout ce que vous voulez, Jean-François Rial. Bon, allez-y. Juste, c'était la une du New York Times, la une de, Bien sûr. de toute la J'ai presse pas dit le internationale. contraire. Oui, oui, non, J'ai pas mais- dit le contraire, mais si vous voulez, hier, il y a eu quelques incidents à Paris, hier soir. Quand on regardait BFM TV, on avait l'impression que Paris était à feu et à sang. Et moi, je suis parisien, je vis à Paris, je travaille à Paris. Il y avait quelques C'est pour ça qu'il casses faut à droite regarder BFM Business. Il y avait Voilà. quelques casses à droite et à gauche, mais c'était totalement marginal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a 50 cinglés qui font n'importe quoi, qui cassent tout, et qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les manifestations sur les retraites, Absolument. qu'on doit en permanence montrer. C'est-à-dire qu'on leur fait de la pub à ces gens. Finalement, c'est une prime Alors, à attendez, on va pas l'abruti, faire le quoi. procès, là. Non mais franchement, je trouve, je ne comprends pas ça. Baisse très forte du tourisme là, mais en même temps, pour juin et pour l'été, ça reste très bon. Je suis très optimiste pour juin et pour l'été. Ouais. J'ai aucune inquiétude. Paris a une attractivité dingue. Il n'y a jamais eu autant de projets hôteliers, ce qui montre bien à quel point les investisseurs hôteliers, Les congrès les congrès reprennent bien également. Alors,
pas aussi bien que le tourisme, parce que les habitudes ont changé, ainsi que dans le tourisme d'affaires en général. Il y a toujours autant de congrès qu'avant, mais il y a moins de congressistes par congrès. Vous voyez, c'est plutôt ça. Mais Paris est très bien positionné aussi sur ce créneau. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est les Jeux Olympiques, évidemment, 2024. Est-ce qu'il faut rester à Paris ou pas? Ça, c'est pour les Parisiens. Et deux, surtout, est-ce que vous avez une idée de combien de touristes vont venir à Paris à cette occasion? Alors, j'imagine que vous avez fait des évaluations. Hein, je n'ai pas une idée, mais j'ai une intuition. Moi, je pense qu'il y aura, pendant la période des JO, plus de visiteurs à Paris que dans la période normale, évidemment, avec les délégations, les journalistes, les professionnels, les amateurs de sport, etc. Mais je pense qu'en 2024, sur toute l'année, il y aura moins de touristes à Paris que sur les autres années. Parce que chaque fois que vous avez un événement comme ça, extraordinaire, comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ou de rugby, c'est un peu moins fort la Coupe du Monde de rugby. Vous avez une baisse de la fréquentation des villes en question sur l'année considérée. C'est pas spécifique à Paris, hein. C'est spécifique à tous les JO et toutes les Coupes du Monde. Pourquoi? Parce que celui qui veut venir se dit ça va être cher, il va y avoir du monde, j'irai l'année prochaine. Donc, contrairement à l'idée reçue qu'on en a, à court terme, c'est pas une bonne opération de promotion. C'est pas vrai. D'accord. Moi, je pense d'ailleurs que ces JO devraient être repensés, ces JO à long terme, hein, je pense pas spécialement ceux de Paris. C'est un peu trop tard. Non, je pense qu'on devrait les étaler sur une période plus longue et sur des sites plus différents. Parce que si vous voulez, on parle toujours de casser le surtourisme, la surfréquentation, mais concentrer 15 jours d'épreuve sur 100 épreuves. Mais en même temps, c'est ce qui fait quand même, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne. Non, on peut garder l'idée olympique qui est magnifique. Moi, j'adore les Jeux Olympiques. Comment vous préparez-vous en tant que président de l'Office du tourisme? On subit plutôt les choses, nous, parce que si vous voulez, il y a une espèce de coordination qui est pilotée par l'État et un préfet nommé JO, dans laquelle il y a la ville, la région, l'Office du tourisme, on est dedans, la préfecture, etc. Mais si vous voulez, nous, on suggère des choses, on fait des propositions, mais on subit quand même plutôt les choses qu'autre chose. On n'est pas acteur. D'ailleurs, si j'étais acteur, je peux vous dire que le logo épouvantable du COJO pour les JO de Paris 2024, je leur aurais dit de changer ça. C'est incroyable de prendre un truc pareil. Bon, mais bref, ils ont choisi ça, Donc 2024 ne sera pas une grande année en termes de tourisme pour Paris. Ça sera sûrement une belle promotion pour la ville à long terme. Parce que la cérémonie d'ouverture sur la Seine, si elle est réussie, et il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, ça sera merveilleux. Donc ça sera une très bonne promotion pour Paris à très long terme. Mais à court terme, non. Non, c'est une illusion, ça. D'accord. Merci beaucoup, Jean-François Rial. Juste un mot, 23-24, quand même formidable, pour Voyageurs du Monde, cette fois-ci. Je reviens à votre première casquette. Ça sera excellent, je pense, sauf si vous avez une crise géopolitique majeure, ce qui peut toujours arriver. Mais ça sera excellent pour nous, mais ça sera excellent pour tous mes confrères. Le tourisme et le voyage se portent très bien. Message positif, ça fait du bien. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Rial. Merci de votre Donc, il venait de publier ses chiffres pour 2022, année record, comme vous l'avez dit à l'instant. Voilà.